Mesdames, messieurs, chers élèves, chers professeurs, chers jurys, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à ce concours d'éloquence 2024 organisé par Rademaker. L'art oratoire, c'est bien plus que le simple fait de parler en public, c'est le talent précieux de savoir captiver l'attention, de persuader et d'inspirer. Depuis 4 ans maintenant, le corps enseignant Rademaker a décidé d'organiser un séminaire pour les 2e années. Et pendant une semaine, ces élèves ont étudié les fondements et les perspectives de l'art oratoire. Lors de cette semaine, un concours a été organisé afin de mettre en lumière les plus grands d'entre nous, les plus talentueux. 7 se sont révélés. Martin de Thor, Axel Bricot, Camille Hensman, Elena Sikorski, Valentine Sikorski. Elles seront donc meilleures partout. C'est un truc de ouf. Nathaniel Monteguidé et Raphaël Yuyeng. Ils auront donc 10 minutes pour nous convaincre avec un des 3 sujets au choix, un des 3 sujets qui leur ont été proposés. Avant de commencer, je voudrais vous demander, pour le respect de tous, de mettre vos téléphones en silencieux et de ne l'utiliser qu'en dehors de la salle. Je vais maintenant laisser place à un petit teaser réalisé par les élèves d'Rademaker sur la demi-finale. On peut lancer la vidéo. Je vous demande d'accueillir monsieur Nathaniel Monteguidé. Chers amis, chers camarades, chers professeurs, c'est dans l'effervescence d'une grande métropole où se déroule l'histoire d'une jeune femme, Alice. Alice était réputée pour sa neutralité légendaire, une vraie Suisse. À chaque discussion enflammée, elle préférait rester en retrait, observant silencieusement les échanges d'opinions sans jamais s'exprimer. Un soir, lors d'une soirée entre amis, le débat s'anima autour d'une question politique brûlante. Pain au chocolat, chocolatine, le niveau sonore atteint son apogée. Toulousain, breton, les arguments fusent, les passions s'exaltent.
Alice demeure silencieuse. Consommatrice de croissants ou simple désintéressée, elle laisse les vagues tumultueuses des Bordelais et Parisiens la submerger sans broncher. C'est alors qu'un ami curieux lui demanda « Mais attends, mais Alice, tu dis jamais rien. Ça serait pas un choix ?» Cette histoire, chers amis, soulève une question fondamentale. Dans un monde où chaque décision compte, chaque choix peut avoir des répercussions, est-il réellement possible de demeurer neutre? En refusant de prendre position, ne nous engageons-nous pas? Est-ce dû à un simple désintérêt ou par nature même? Avant que je vous perde, posons un petit peu de cadre. De quelle position allons-nous vraiment parler? Missionnaire 69, je n'irai pas sur ce terrain. Nous resterons aujourd'hui dans le doux monde de la prise de position. Il est crucial de définir réellement ce qu'est ne pas se positionner. Est-ce simplement rester silencieux lors d'un débat? Est-ce ignorer volontairement les enjeux qui nous entourent? Ou est-ce plutôt adopter une posture de neutralité, refusant de prendre parti dans des conflits qui nous dépassent? Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde saturé d'informations, d'opinions divergentes où les réseaux sociaux gouvernent, il est facile de se perdre dans ce brouhaha et de se réfugier dans le silence. Avec ce choix de facilité, ne prenons-nous pas le risque de laisser le champ libre à ceux qui crient le plus fort, à ceux qui imposent leurs idées sans nuance? Probablement. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l'absence de prise de position, que le silence est toujours le fruit d'un désintérêt, d'une indifférence. Pourtant, même dans ces cas, l'absence de positionnement n'est pas exempte de conséquences. Elle peut contribuer à perpétuer des injustices, à renforcer des systèmes de pouvoir oppressifs ou à maintenir des situations de déséquilibre sans jamais les remettre en question. Chers amis, ce n'est pas en se taisant que Martin Luther King changea les choses. Ce n'est pas en se taisant que Gandhi mena l'Inde vers l'indépendance. Ce n'est pas en se taisant que Nelson Mandela a combattu l'apartheid. Ce n'est pas en se taisant qu'Edward Snowden a révélé des pratiques de surveillance de masse. Ce n'est pas en se taisant que l'on trouvera la solution à la crise écologique. Ce n'est pas en se taisant qu'on luttera contre les inégalités sociales. Ce n'est pas en se taisant que l'on mettra fin aux violences faites aux femmes. Nelson Mandela disait « Ceux qui ne parlent pas ne peuvent espérer être écoutés ». Martin Luther King, lui, disait « Celui qui ne se prononce pas contre le mal le favorise ». Victor Hugo avait un avis différent. Il disait plutôt que le silence est le cri le plus fort que l'on puisse pousser. Alors, faut-il crier, murmurer, se taire? La réponse n'est pas binaire. Se taire peut être une manière de se dissocier d'une opinion dominante, de refuser de cautionner un système injuste, ou de prendre simplement le temps de réfléchir un petit peu. Le silence ne doit pas être une fuite. Il ne doit pas nous rendre complices de l'injustice par notre inaction. Alors que faire? Faut-il toujours prendre position? Faut-il toujours crier? L'important, chers amis, est de ne pas se laisser enfermer ni dans le silence, ni dans le bruit. L'important est de trouver sa propre voix, celle qui permettra de faire entendre ses convictions avec force et justesse. Alice, grande abstentionniste, ne se donne même pas la peine d'aller au bureau de vote. Marc, fan de politique, n'est pas convaincu. Il est déçu par la proposition politique actuelle, qu'il trouve vide, répétitive. Il vote sans réelle conviction, il vote au moins mauvais.
Le silence, l'abstention, le vote blanc n'est-il pas alors plus adapté? Marc passera 4 ans de sa vie à se plaindre d'une proposition politique qui ne lui convient pas, pour laquelle il a voté. Alice, elle, assumera ses choix. Alors, le silence, il peut être assourdissant, révélateur, il peut signifier la contemplation, la réflexion, la résistance, il peut être un appel à l'action ou une déclaration de désaccord. Dans tous les cas, il est une forme de communication, aussi paradoxale soit-elle. 55, 38, 7. Vanessa, ces chiffres doivent te dire quelque chose. L'Assemblée, qui dans cette salle sait à quoi ça correspond? Vous écoutez bien les cours de Vanessa, c'est bien. Ça correspond à la proportion entre le non-verbal, le paraverbal et les mots. 55 pour le non-verbal, c'est énorme. 55 de silence, 55 de visage. Ces aspects souvent négligés de la communication, du débat, dans notre monde rempli de bruit, d'opinions tonitruantes, le pouvoir du silence est sous-estimé. Il est là, omniprésent, à nous murmurer des vérités que les mots ne peuvent exprimer. Dans un débat enflammé, parfois les mots ne suffisent pas. Parfois, c'est dans le silence que réside la plus grande force. Dans le non-dit se cachent les nuances, les subtilités, qui échappent au discours passionné. Prenons un moment tous ensemble, collectivement, pour réfléchir à ces chiffres, à cette part considérable qui se passe de mots. Chers amis, autorisons-nous aujourd'hui quelques secondes de silence. Nos journées en manquent cruellement. Cela ne vous a-t-il pas rappelé le lundi matin, 8h, ici même au Goulag, où chacun communique à travers ses canaux non-verbaux, les regards échangés, les sourires complices, les froncements de sourcils quand on voit la copie? Et si, finalement, ne pas se positionner était une manière de laisser le silence parler pour nous? Peut-être que dans ce monde bruyant, le véritable acte de rébellion serait de se taire, d'écouter, de comprendre avant de parler, de tourner cette fois sa langue avant de... Peut-être que dans ce monde où tout le monde crie pour être entendu, la vraie force réside dans le calme, dans la contemplation, dans la réflexion profonde. Alors, peut-être que ne pas se positionner n'est pas simplement une absence d'action, mais plutôt une forme d'action en soi. Peut-être que dans le silence, nous trouverons la voix la plus authentique, la plus vraie, la plus douce. Peut-être que dans le silence, nous trouverons la réponse à cette question éternelle. Ne pas se positionner, est-ce se positionner? Merci. Mesdames, messieurs, membres du jury, avez-vous déjà été victime de violences? Qu'elles soient physiques, verbales ou même psychologiques? Je peux vous parier que oui. La plupart d'entre nous ici ont déjà vécu cette situation. Le fait d'être dans un projet, qu'il dure 2 semaines, 6 mois ou même 1 an. Prenons l'exemple d'un projet de 6 mois. Vous commencez par rencontrer votre client. Il a une idée en tête. Il compte sur vous. Mais il ne parvient pas à expliquer clairement ce qu'il souhaite. Vous repartez de cette première réunion sûr et certain d'avoir compris tout ce qu'il souhaitait. Vous travaillez alors jusqu'à avoir quelque chose à lui présenter. Et c'est à ce moment-là qu'il vous explique que vous n'avez pas compris sa demande. Vous repartez alors de zéro, clarifiez chaque point, aussi insignifiant semble-t-il
pour être sûr de respecter sa demande. Vous recommencez à nouveau le travail déjà effectué, mais en vain. Vous arrivez enfin à obtenir ce qu'il souhaitait, ce qu'il attendait de vous. Après avoir travaillé d'arrache-pied, d'avoir fait des nuits blanches, d'avoir sauté des repas, d'avoir même mis vos passions au second plan pour le bon déroulement de ce projet, c'est le jour J, le jour de l'évaluation finale de ce projet. Et vous êtes fiers. Vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé. En même temps, vous le pouvez. Vous avez su surmonter chaque problème que vous avez rencontré. Vous rentrez dans la salle, expliquez chaque point de votre bébé, de votre bijou, de la chose dont laquelle vous êtes la plus fière en ce moment même. Vous avez fini de parler. Et là, un membre du jury, qui était sur son téléphone et qui n'a rien écouté tout du long, lève la tête et vous dit alors bon, j'ai pas trop compris pourquoi vous avez fait ça comme ça, mais j'aurais fait autrement, donc bon. Ah, en plus, il manque des documents à votre book. Vous sortez de la salle, le jury délibère. Une fois fini, ils vous font rentrer à nouveau. Et là, cette même personne vous regarde et vous dit bon, bah, ça ne devrait pas vous étonner, c'est un 4. Vous sortez totalement décontenancé, choqué et frustré. Vous avez l'impression que tous vos efforts ont été vains. Vous ne vous sentez pas respecté. Vous commencez à tout remettre en question. Finalement, si après tous ces efforts fournis, rien n'y fait, à quoi bon chercher à travailler pour les prochains projets? Vous l'avez sûrement compris, cette situation démontre une violence psychologique. Je vous le demande, cette violence se justifie-t-elle? Lorsque l'on cherche une situation où la violence se justifie, la première idée qui nous vient en tête est la légitime défense. Et cela est tout à fait normal. Comment voulez-vous dire à quelqu'un qui s'est juste défendu dans une situation où il était victime qu'il a eu tort? Cependant, lorsque nous creusons plus profondément, nous nous rendons compte que la légitime défense est une ligne assez mince et floue entre la vie et la mort. Mais que dire des situations où la violence semble être la seule solution pour instaurer la justice? Est-ce moralement acceptable d'utiliser la violence pour protéger les plus vulnérables et instaurer des idéaux de paix et de liberté? Ces questions nous confrontent à des dilemmes éthiques complexes, où mal et bien se confondent. En fin de compte, la justification de la violence dépend souvent du contexte, de la gravité de la menace et des valeurs morales qui nous guident. Il est crucial de peser chaque situation avec discernement et compassion, en reconnaissant que la violence, même dans les cas les plus extrêmes, laisse des cicatrices indélébiles dans notre humanité collective. La violence peut également servir des ambitions, telles que protéger l'intégrité du plus grand nombre. Les actions déployées par les Alliés contre l'Axe sont certes violentes, mais avaient pour but de défendre des idéaux. Il existe également un cas où la violence procure plus de bien que de mal, n'est-ce pas mon cher Badou? Selon Max Weber, un sociologue, l'État a le monopole de la violence légitime, d'où l'institution de la police, que l'on appelle également force de l'ordre, mais qu'on appelait avant des gardiens de la paix. Prenons l'exemple de Théo. Théo s'est fait déchirer l'anus lors d'une interpellation par la police. Or, à ce moment-là, la violence n'est plus légitime. Elle devient simplement inacceptable. Quelques hérétiques sur Internet pensent que la violence n'est pas une solution, mais c'est LA solution. Celle-ci offre certes des résultats rapides et efficaces, mais sans réel effort intellectuel. D'autres personnes plus réfléchies, comme Karl Marx, le père fondateur du communisme, a dit un jour « La violence est l'accoucheuse de l'histoire ». Que serions-nous aujourd'hui si les Français n'avaient pas pris les armes pour se libérer de la monarchie lors de la Révolution française? Certes, ils ont pris la Bastille par la violence, mais sans elle, les pauvres auraient continué de s'appauvrir au détriment des riches. Ils ont fait tout cela dans le seul et unique but de donner plus de pouvoir au peuple lors des décisions importantes. Enfin, libérés de l'oppression, nous aurions pu nous arrêter là. Mais au fur et à mesure, la foule prit goût au sang provoqué par les exécutions publiques, ce qui dénatura la véritable cause qu'ils cherchaient à défendre. L'esprit libérateur qui menait cette rébellion s'est petit à petit transformé en effroyable terreur.
À ceux qui pensent que la fin justifie les moyens, je leur répondrai qu'ils ont tort. Si votre fin est juste, telle que répandre la paix dans le monde, mais que pour y parvenir, vous décidiez d'éradiquer la moitié d'un peuple, laissez-moi vous dire que votre cause en est souillée. La pérennité à laquelle vous aspirez n'a alors plus aucune valeur. La fin justifie les moyens si et seulement si les moyens sont réfléchis et en accord avec la fin souhaitée. Les pirates, ce serait le mal? La marine, la justice? Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix, tandis que d'autres n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui tiennent au sommet, qui définissent le bien et le mal. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui, car elle n'appartient qu'aux vainqueurs. De Flamingo, One Piece. En effet, reprenons mon exemple de tout à l'heure. Les Alliés ont gagné, donc nous comprenons et nous rendons légitime leur acte. Mais que se serait-il passé si c'était l'Axe qui l'avait emporté? Je vous le donne en mille, les Alliés seraient simplement devenus les grands méchants de l'histoire. À chaque fois que nous sommes d'accord avec des violences antérieures, c'est parce que la personne qui les a commises est sortie victorieuse d'une certaine situation. Cette violence n'est toujours qu'une question de point de vue. Les Allemands voient les Français comme les méchants et inversement. Chacun est persuadé de juste se défendre face à l'ennemi, ce qui rend la violence légitime de leur point de vue respectif. Il paraît évident que la violence est purement destructrice. Vous ne parviendrez pas à m'en faire démordre. Aucun exemple permet d'affirmer que la violence ne blesse pas. Ces blessures peuvent être de divers types. Elles proviennent principalement d'agressions physiques, mais ne créent pas que des blessures physiques. Lors d'harcèlement, les actes ont autant d'importance que les mots et peuvent avoir une influence à long terme sur la personne victime de ces barbaries, jusqu'à réduire à jamais, à néant, l'estime de soi de cette personne. Il y a aussi des violences qui mettent plus de temps à s'installer, qui sont régulières et qui s'immiscent petit à petit dans votre quotidien, telles que des remarques sexistes ou encore une surcharge de travail trop importante, qui mène bien souvent à un burn-out. Je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que l'homme descend de l'animal. Mais ce qui nous différencie, c'est notre faculté à réfléchir, à raisonner. Or, la violence est une des caractéristiques primaires de l'animal, qui se bat pour se nourrir, qui se bat pour protéger son territoire, ou qui peut encore être violent pour se reproduire. Nous pouvons nous demander si un homme qui s'abaisse à être violent perd son humanité. Allez-y, réfléchissez. Nous savons tous qu'il faut tomber pour mieux se relever. Vanessa n'a de cesse de nous le répéter. Mais alors, la personne que nous faisons tomber, est-ce qu'au final, elle ne nous ferait pas grandir ou même évoluer? Depuis le début de ma réflexion sur ce sujet, une question me taraude. La violence ne serait donc qu'une fatalité? À cela, je réponds non. Non à la violence superflue. Nous pouvons, enfin, nous devons être ouverts à la discussion. Nous devons trouver une alternative. Nous devons prendre en compte le point de vue des autres. Nous devons réfléchir avant d'agir. Nous devons ne pas nous laisser emporter par nos émotions. Nous devons d'être humains. Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, bonjour. Si je m'adresse à vous, ici, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous, mais pour moi. Pour la moi d'il y a environ 1 an, qui était à votre place dans le public de cette finale du concours d'éloquence. La moi qui écoutait chaque participant et ne pouvait s'empêcher de se comparer et d'admirer leur talent oratoire. La moi qui n'a jamais été très à l'aise pour m'exprimer à l'oral et qui ne pouvait m'empêcher de redouter ce moment où je devais monter sur scène et parler. J'ai passé 1 an, en le sachant, à redouter ce moment fatidique qui marquerait le début de ce séminaire d'éloquence. C'est avec la boule au ventre et une certaine appréhension que j'ai déroulé cette semaine. Mais s'il y a bien une chose que je savais,
c'est que je ne voulais pas y être, que je n'avais pas ma place sur cette scène. La seule et unique chose dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais pas aller en finale. Plutôt esquiver cette finale et abandonner que de la réaliser. Ironique, n'est-ce pas? Sachant que je me tiens ici en ce jour devant vous en finale pour réciter haut et fort le discours que j'ai préparé. Si j'ai accepté à la minute près de faire cette finale, de tout risquer et de sortir de ma zone de confort. Certains m'ont écouté, d'autres comméré, mais une minorité a su, d'avis, me faire changer. Si finalement, dans mon absence de position, dans la non-déclaration de mon opposition à participer, et si je m'étais positionnée? Car au final, plutôt tenter que d'abandonner. Garder la tête haute et ne pas baisser les bras, comme le disent les dictons. Alors, ne pas se positionner. Est-ce se positionner? Comme dit Jean-Paul Sartre, le choix est possible, dans un sens, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Je peux toujours choisir, mais je dois savoir que si je ne choisis pas, je choisis encore. Ainsi, la complexité du choix et du positionnement réside dans l'ambivalence des possibilités. En effet, la société autour de vous voudrait s'agencer, de sorte que vous soyez obligé de choisir. Comme si un choix réalisé en élimine automatiquement un autre qui ne serait alors plus jamais disponible. Cela est le cas pour certaines situations, mais ça n'en représente qu'une infime partie. Il est naturel pour l'être humain, aussi évolué soit-il, de ne pas savoir et d'hésiter. Cette hésitation n'est pas importante pour des choix futiles tels que la couleur d'un vêtement ou le choix d'une musique. Mais cette hésitation se traduit surtout par une chose, la peur de choisir. Or, comme le dit l'adage, choisir, c'est renoncer. Mais ne pas choisir. N'est-ce pas pire que renoncer? Ne pas choisir. N'est-ce pas renoncer à un choix, celui de choisir? Imaginez que vous conduisez sur une autoroute qui serait infinie. Si vous ne vous positionnez pas en mettant vos clignotants, indiquant alors aux autres conducteurs que vous avez fait votre choix et que vous souhaitez sortir, eh bien vous n'irez nulle part. Vous ne sortirez donc jamais de cette situation. Vous devez donc vous positionner et choisir, car l'absence de positionnement fait que vous n'allez nulle part. Ainsi, choisir nous fait avancer. Et je dirais même que le choix est nécessaire à l'avancement de notre vie. Une partie d'entre vous dans cette salle, futurs ingénieurs de demain, n'êtes pas là par choix, mais plutôt par absence de choix. Étrange, n'est-ce pas? Laissez-moi clarifier ma pensée. Pour certains d'entre vous qui avaient des attraits pour les sciences, mais aucune idée précise de métier à exercer, le métier d'ingénieur était alors tout trouvé. Votre absence de position, ou le fait de ne pas savoir quel métier choisir, vous a poussé dans cette voie lors de vos questionnements sur votre avenir. Cette absence de choix est alors utile, puisqu'elle vous a poussé dans une nouvelle direction. Vous connaissez l'histoire d'Ulysse, héros et stratège de la guerre de Troie. Mais qu'en est-il de sa femme, Pénélope, qui a attendu pendant 10 ans que les Grecs gagnent la guerre? Qui a attendu, inlassablement, le retour de son mari, ne sachant s'il avait péri ni quand il rentrerait? Hélas pour elle, des prétendants hurlent de l'absence de son mari et de la place vide occupant le trône d'Ithaque. Ils lui demandèrent de se positionner et profitèrent de son hospitalité. Elle ne le fit pas, et dans son absence de positionnement, elle se positionna dans l'attente de son mari. Ainsi, même si l'absence de choix ne nous donne pas l'impression de choix, elle nous permet en quelque sorte de choisir ultérieurement une solution qui ne s'imposait pas à nous. Mais dans certains cas, le positionnement est nécessaire. Et rester passif et ne rien faire conduit à une forme de complicité. Cette passivité peut prendre plusieurs formes, proches ou lointaines. Comme si ce qui se passe chez les autres ne nous concerne pas, tant qu'il s'agit des autres et pas de nous. Cet individualisme humain qui nous pousse à nous concentrer sur nous, à avoir des œillères nous empêchant de voir les problèmes là où nous ne voulons pas les voir, à fermer les yeux et ne pas prendre part. Certains ne désireront pas prendre part et se diront neutres dans le conflit. Cette neutralité qui est une forme de passivité. Tel est le cas de la Suisse, qui dans son non-positionnement accepte de ne pas venir en aide à des pays, des peuples en ayant besoin. Prenons le cas de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Nombreux furent les témoins silencieux des violences commises au peuple opprimé par les nazis. Cette passivité signifie-t-elle un accord avec les violences commises? Ne rien faire signifie-t-il accepter? Ne pas choisir de prendre parti et de s'opposer contre la collectivité. Avoir peur des conséquences possibles de cette opposition. Prendre en compte le rapport entre les bénéfices possibles et les risques encourus.
et alors se dire que cela n'en vaut pas la peine. Devenir donc complice des actes perpétrés, rester spectateur du désastre se déroulant sous nos yeux? Pouvons-nous appeler cela de la non-assistance à personne en danger, en se disant qu'une autre personne le fera à notre place? Sauf qu'au final, personne ne le fait. Ainsi, la passivité est un positionnement. La question du positionnement persiste. Mais ce qui varie, indéniablement, c'est la réponse. Alors pourquoi autant de fluctuations? Cela pourrait s'expliquer par l'importance même de la question, et donc du choix. Ce qui est incontestable est que le droit est fondamental, vital à l'être humain et d'importance capitale. Prendre le choix de se positionner, sinon une autre personne le prendra à notre place, pour nous ou contre nous. Si ce n'est pas nous qui le prenons, alors ce sera quelqu'un d'autre. 1944. Après plus de 150 ans de lutte acharnée, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Ce droit citoyen qui leur permet de faire entendre leur voix et de faire valoir leur choix. Mais à quel prix? Pour qu'encore aujourd'hui, il n'existe pas dans certains pays. Ces femmes qui ont lutté pour une cause qui pouvait sembler perdue d'avance aux yeux de certains. Ces femmes qui ont lutté pour qu'un jour, dans un futur potentiel, nous ayons le droit de choisir, de prendre parti et de nous positionner. Des femmes telles qu'Olympe de Gouges, Rosa Parks, ou encore les suffragettes, qui ont su s'opposer et défendre ce qu'elles estimaient juste. Simone Veil, qui a milité et instauré l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, afin que des milliers de femmes puissent avoir ce choix de choisir pour elles et pour leur vie. Elles ont su, et ne sont pas les seules, défendre leurs propos et sauver leurs pensées. Choisir, c'est être libre de choisir. Que cela soit une question de consentement, un simple non murmuré sur l'oreiller, un choix devrait toujours être justifié et personnel à chacun. Par respect pour toutes ces personnes et en témoigne de l'importance du choix, nous devons de choisir. Choisir ce qui nous paraît juste et défendre nos convictions jusqu'au bout. Le choix est important. Nous l'avons, alors prenons-le. Merci. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, chers camarades, je prends le pari que dans cette salle, chacun d'entre vous a déjà été tenté d'user de la violence. Peu importe la forme, qu'importe la raison. Je ne pense pas avoir pris un grand risque en affirmant cela, vous en conviendrez sûrement. Essayons de donner un sens à tout ceci. La violence est une pulsion primitive qui sommeille au fond de nous, et comme un cauchemar qui nous réveillerait en sursaut, cette pulsion peut surgir. Nous n'avons rien vu venir, mais les conséquences sont bien réelles. La violence produit un épi de malheur qui ne fournit qu'une moisson de larmes, nous dit Eschyle. Celui qui est vaincu par la violence paye un prix au même titre que celui qui a usé de celle-ci. Lorsque nous nous laissons emporter par la colère, lorsque nous nous laissons emporter par la violence, que ce soit dans un accès de colère, de frustration ou de désespoir, nous devenons d'une manière ou d'une autre les acteurs d'un drame qui laissera des séquelles. La personne qui en est victime endosse le fardeau de la douleur, mais même celui qui a initialement exercé cette violence ne sort pas indemne. Car, comme le dit le proverbe, la violence engendre la violence. En effet, la victoire obtenue par la violence est souvent une victoire à la Pyrrhus. Celui qui triomphe par la force peut remporter la bataille, mais il le paie au prix de son humanité. Son triomphe est entaché d'une véritable défaite morale, un aveu de faiblesse dans sa capacité à résoudre un conflit de manière pacifique et constructive. Même si le vainqueur semble avoir obtenu ce qu'il désirait, il a détruit ce qui faisait son véritable pouvoir. Vous voyez que la violence est un moyen et non pas un but. Pourtant,
On dit que la fin justifie les moyens. Alors si la fin est bonne, les moyens sont bons. C'est ainsi qu'une guerre peut être qualifiée de juste. La guerre menée par les Alliés contre l'armée d'Hitler en est un bon exemple. L'autorité des puissances est légitime. Elle recherche le bien commun. La cause est juste. L'égalité pour les peuples et la liberté. Leurs intentions sont bonnes. User de la violence avec raison. Ne pas l'utiliser contre les civils. Respecter les prisonniers. En revanche, l'utilisation de l'arme atomique par 2 fois n'a pas été faite avec de bonnes intentions. Au Japon, la violence fut la cause de ce dont elle prétendait être l'effet. Les Américains ont prétendu que les Japonais ne rendraient jamais les armes. En réalité, ils avaient envie de démontrer la puissance de l'arme atomique, de se venger de l'attaque de Pearl Harbor. La violence a répondu à la violence. Gandhi nous disait « œil pour œil rendra le monde aveugle ». Ces 6 et 9 août 1945, il eut bien besoin d'une consultation chez l'ophtalmo. Nous sommes toutefois forcés d'admettre que ce fut un moyen, si ce n'est le moyen, le plus rapide et efficace pour mettre fin à la guerre. L'utilisation de cette violence dévastatrice a permis aux 7 générations qui nous précèdent, à notre génération, vivant sur le sol français, de vivre en paix. 7 décennies de paix. Rendez-vous compte. Mesurez la puissance de la dissuasion nucléaire. Mesurez la puissance de la violence dissuasive. Cette stratégie de défense est simple, posséder des armes nucléaires pour dissuader les adversaires potentiels d'attaquer. La menace de représailles nucléaires dissuade les ennemis d'une éventuelle attaque, car les conséquences seraient dévastatrices. Maintenant, je vous demande ceci. À l'évocation de vivre en paix, de vivre en sécurité, vivre en étant protégé par une force considérable, ne ressentez-vous pas du bien-être, du bonheur, un certain contentement? Il y a en effet, je crois, de la satisfaction, voire du plaisir à contempler et maîtriser la force. Ce n'est pas l'étoile de mer menottée au lit par ses 4 branches qui me contredira. La violence peut être récréative, oui. Elle peut être pratiquée par des personnes de tous âges, dans un cadre amical ou sportif. Certains cherchent simplement l'amusement et l'excitation que procure le combat simulé, tandis que d'autres peuvent voir cela comme un moyen de développer des compétences physiques, d'améliorer la coordination ou de renforcer les liens sociaux. La violence utilisée dans une bataille de chatouille, pour un hippon, pour un crochet, est ici principalement motivée par le plaisir. Elle est encadrée par des règles claires ou tacites, mais respectées de tous. Dans ce cadre, la morale autorise sans ménagement la sauvagerie. D'ailleurs, apprendre à maîtriser la violence peut avoir des vertus. Outre le fait de savoir se canaliser dans des situations qui font appel à nos émotions les plus vives, si en rentrant chez vous tout à l'heure, dans la rue, un individu vous interpelle et vous demande la bourse ou la vie, et que vous n'en avez que 2 petites à lui proposer, voire pas du tout. Il faudra alors vous battre contre cet agresseur. Vous n'avez pas le choix, vous voulez vivre, vous vous battez. C'est de la légitime défense. Vous n'avez pu vous soustraire à la violence pour de bonnes raisons. Vous voulez continuer à assister aux cours d'électronique d'Axel, aux cours de Manon Benedito. Vous voulez rencontrer son mouton. Vous voyez, votre brutalité a servi une noble cause. Vous avez été brave,
le pilier de la non-violence qu'est Gandhi aurait été fier de vous. Si, je vous l'assure. Je le cite. Là où il n'y a le choix qu'entre lâcheté et violence, je conseillerais violence. De prime abord, rien ne semble justifier la violence. La morale la condamne car c'est un mal. Et partout où il y a le mal, c'est qu'il y a un manque d'amour. Là où règne l'amour, la violence ne peut trouver sa place, nous dit Martin Luther King. Pourtant, la violence, si elle peut être justifiée, n'est pas forcément légitime. La frontière est mince, soyez vigilants. Salif Traoré a dit « Pour ne pas être décalé, il faut savoir se positionner ». À travers cet habile conseil, le chanteur de Magic System nous met en garde sur les dangers de l'impassibilité. Il y a peu, j'en ai fait les frais. Une histoire qui risquerait de vous glacer le sang, je tâcherai de vous épargner les détails les plus sordides. Il est 7h40, j'ai cours à 8h. Je suis dans l'entrée de mon appartement, j'enfile mes chaussures, ma veste, je me faufile et je ferme à double tour. Je descends les marches le plus vite possible. Il est hors de question d'arriver en retard. Je passe le portail et me voilà dans la rue. Je commence ma fulgurante progression, mais soudain, alors que j'atteins à peine ma vitesse de croisière, je vois un individu s'asserrer sur le trottoir que je pensais pourtant déserté. Il est à 20 mètres, marche côté route, moi aussi. Je décide donc d'éviter la collision et de me rabattre sur la droite. Pas de chance. Il semble avoir eu la même idée. 15 mètres, tant pis, je vais changer de côté. Et merde, lui aussi. 10 mètres, la tension monte, il faut agir, je commence à me décaler, mais j'aperçois que lui aussi, 5 mètres. J'annule mon mouvement et je reste côté route. Tant pis, il se décalera. 2 mètres, il a dû se dire la même chose. Nous sommes face à face, la collision est maintenant imminente. Je n'ai plus le choix. Il est l'heure de sortir mon arme secrète. Je m'arrête soudainement, pose un genou à terre et refais mon lacet, qui était pourtant solidement noué. Les secondes passent, mais le bruit de ses chaussures sur le pavé a cessé. Curieuse, je relève la tête pour constater abasourdi que nous avons visiblement la même armurerie. Dans cette joute d'un confort social, il est hors de question que je reparte perdante. Tant pis pour mon cours de 8 heures, j'ai 2 chaussures, j'ai 2 lacets. Alors je défais mon second lacet, et ça y est, il part. Je sors donc grande gagnante de ce tango improvisé, et ce, car j'ai su me positionner. À peine remise de mes émotions, me voilà arrivée à destination. Il est 7h58, je suis dans les temps. Je me rends dans la salle, pose mon sac et dépose ma veste. Je suis tout juste assise qu'un concurrent dont je m'efforcerai de ne pas citer le nom m'interpelle. Tu préfères baiser ton père dans le corps de ton copain ou baiser ton copain dans le corps de ton père ? Il faut dire que j'ai pris un peu de temps, car cette question, somme toute très profonde, n'est pas facile à répondre. Mais bon, j'ai fini par trouver, et je lui ai simplement rétorqué « Je ne répondrai pas à ta question de pervers, Axel !»
Mesdames, messieurs, chers jurys, Axel, c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que de ne rien dire, c'est dire quelque chose. Que de ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. En somme, j'ai compris que de ne pas se positionner, c'est se positionner parmi ceux qui ne se positionnent pas. Certains, et peut-être même parmi mes concurrents, me diront que s'ils ne se positionnent pas, c'est pour garder leur avis privé. Car pour eux, ne pas s'exprimer, c'est ne pas se positionner. Ils ont beau me le dire, je vous avoue que je ne les crois pas. Car si on s'en tient à leurs mots, alors que ferait-il à la vue d'un innocent agressé dans le métro? Ces gens-là vont-ils observer, sans aider, peut-être même apprécier, puis ils vont rentrer, se regarder et s'avouer. Quelle scène horrible! C'est inconcevable dans notre société. Ma foi en l'humanité dirait que je n'y crois pas. Je ne crois pas que quand on est humain, on puisse ne pas s'exprimer. L'humain est un animal social. Il est fait pour partager, discuter, aider et faire du cheval. Car ne l'oublions pas, le cheval, c'est trop génial. N'est-ce pas, Elena, et ta voisine Valentine? Qui ne dit mot consent. En plus d'être l'expression favorite de Michel Fourniret, c'est un exemple frappant, s'il en est, que ne pas s'opposer, c'est tolérer. Ne pas se positionner revient également à adopter une position neutre, en retrait ou d'indifférence. Et cette position ne vient pas sans conséquence. Imaginez que vous soyez confronté à un interrogatoire, vous déambulez innocemment dans les couloirs du lycée La Salle, quand soudain, Vanessa surgit de la salle des profs, vous alpague, vous regarde droit dans les yeux et vous demande « C'est une bonne situation, ça, étudiant à D-Maker ?» À cela, plusieurs réponses possibles. La première, « Oh oui, c'est génial, c'est vraiment trop bien !» La deuxième, « Bof, pas terrible !» La troisième, « Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Mais ce qui nous intéresse réellement ici, c'est la dernière catégorie. C'est ceux qui ne répondent pas ou qui répondent « je ne sais pas ». Mettons-nous un instant à la place de Vanessa. Si vous lui répondez que vous ne savez pas, ce qu'elle va comprendre, elle, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Vous pourrez alors profiter de la prochaine demi-heure, pendant laquelle vous obtiendrez une analyse approfondie de votre personnalité, pour repenser à ce discours. Vous l'avez maintenant compris, ne pas se positionner, que vous le vouliez ou non, cela reste une opinion. Une opinion qui vient avec son lot de responsabilités. Quand vous ne faites rien, c'est que vous faites immanquablement quelque chose. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Certains d'entre vous se posent probablement la même question. Si vous n'avez pas la réponse et que par manque de temps, d'envie ou même d'argent, des pâtes finiront dans votre assiette ce soir, alors c'est qu'en ne vous décidant pas, vous avez fini par vous décider. Si vous vous demandez si Renaud arrivera en retard à votre prochaine revue,
C'est un mauvais exemple, la réponse est évidente. À une échelle plus large, si quand votre devoir de citoyen vous appelle aux urnes et que vous ne savez pas vers qui votre voix va aller, alors pensez à moi. Pensez à moi et forcez-vous de faire un choix. Car comme le disait Platon, l'un des préjudices d'avoir refusé de prendre part à la vie politique est que vous finissez par être gouverné par vos subordonnés. Voilà. Si quelqu'un dans cette assemblée est persuadé que ne pas se positionner rime avec impassibilité, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'est génial. Achille, Hercule, Méduse ou encore le Minotaure. Ces noms vous disent peut-être quelque chose. Les plus cultivés d'entre vous se souviendront de leur histoire, tandis que pour d'autres, ce ne seront que des mythes insignifiants parmi d'autres. Peut-être que le nom de Tantale ne vous est pas inconnu lui non plus. Jeune grec, mortel et pourtant fils de Zeus, il a été honoré par les dieux à sa table, et son supplice est aujourd'hui peut-être plus célèbre que son histoire. Les dieux, donc, venus manger à sa table, ont souhaité un bon repas. Pourtant, Tantale, si l'on en croit Ovide, leur a servi non pas un délicieux buffet comme nous allons le déguster juste après, mais les morceaux de son propre fils découpés. Si le nom de ce jeune homme n'est aujourd'hui pas célèbre, l'histoire de Tantale, elle, est pourtant restée écrite. Zeus n'a pas vraiment apprécié ce repas, et pour le punir, il l'a condamné à une éternité de souffrance. Tantale, condamné à rester dans un fleuve sous des arbres fruitiers, ne peut aujourd'hui ni manger ni s'abreuver. Alors cette punition, peut-être méritée, reste très cruelle, mais peut-on la légitimer ? Ceux qui sont familiers des mythes grecs sauront que la violence, tout comme la cupidité ou l'arrogance, se retrouvent dans plus d'une histoire. Alors, si l'on peut parfois la comprendre, la violence peut-elle vraiment se justifier ? La Grèce antique n'est pas le seul modèle de violence que nous avons accepté. Depuis la nuit des temps, s'invitant dans notre quotidien, la violence est aujourd'hui toujours à nos côtés. Des gladiateurs forcés de se battre pour le spectacle, jusqu'au génocide des temps modernes, la violence est aujourd'hui ancrée dans l'histoire. Alors si au départ l'être humain semblait en être répugné, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il a appris à la tolérer, voire pire, à l'accepter ? Est-ce un besoin de violence qui nous pousse à nous entretuer ? Ou sommes-nous naïfs au point de croire ceux qui prétendent que l'on ne peut coexister ? Colonisation et croisade ne nous ont-elles pas prouvé que massacrer les gens au nom d'une cause est parfois pire que simplement tuer ? Il est vrai que le monde dans lequel nous grandissons aujourd'hui est de plus en plus violent. C'est un fait et l'on ne peut ni se dédouaner ni se défiler. Chaque année, de plus en plus de guerres et de conflits ont éclaté, détruisant sur leur passage ce que tant d'autres se sont acharnés à construire. Alors, si de génération en génération cette brutalité continue de s'intensifier, les victimes d'aujourd'hui ne risqueraient-elles pas de devenir les coupables de demain ? Personne ne sait de quoi sera fait l'avenir. Pourtant, certains semblent s'acharner à nous faire répéter sans cesse les mêmes erreurs. Hobbes a écrit un jour « L'homme est un loup pour l'homme ». Alors, pourquoi tant de cruauté ? Pourquoi tant d'animosité ? Je ne prétends pas pouvoir répondre à cette question en quelques mots, ni même en quelques phrases. En réalité, je ne suis même pas sûre qu'il existe une réponse que l'on puisse donner. Alors, la question, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi cette violence a existé et si elle sera un jour supprimée, ne serait-elle pas de savoir si les flammes qui l'animent ne sont pas parfois correctement motivées ? Est-ce que, dans certaines situations, prendre la vie d'une personne pourrait être pardonné ? Un exemple marquant qui illustre cette question reste celui des procès de Nuremberg. Est-ce qu'un nazi qui a agi sous la contrainte est aujourd'hui coupable de ses actes ? Oui, des crimes atroces ont été commis, et ils ne peuvent être ni excusés ni réparés. Mais est-on coupable de vouloir rester en vie ? Le monde n'a jamais été ni noir ni blanc, et nous serions naïfs de croire l'inverse. Il est facile de se dédouaner de toute faute, et de prétendre que son innocence repose sur la culpabilité d'un autre. Je ne prétends défendre personne. Pourtant, est-ce que n'importe quel être humain ici ne préférerait pas tuer plutôt qu'être tué ? Torturer plutôt qu'être torturé ? Ou harceler plutôt qu'être harcelé ? Certains se reconnaîtront peut-être ici.
d'un côté ou de l'autre. Mais à vouloir trouver un coupable, ne devrait-on pas chercher plus loin encore? Parce que si les adultes sont cruels, certes, à leur échelle, les enfants ne le sont-ils pas tout autant? Combien d'histoires d'harcèlement, qu'ils soient morales, physiques ou en ligne, avons-nous entendues? Alors, si ces actions, motivées par un mal-être, ne peuvent pas non plus être excusées, peut-être que, de leur point de vue, elles semblent justifiées. Car la vérité, comme l'opinion, est une question de point de vue. Tout dépend de ce que chacun en pense. Qui ici, dans cette salle, pourrait prétendre faire l'unanimité? Et surtout, qui ici pourrait prétendre savoir ce qui est juste ou pas au nom de tous? Ainsi, la question du point de vue amène aussi celle de la rationalité. Non pas dérangée, mais peut-être habitée, si une conscience qui joue des tours peut pousser à s'énerver, est-il coupable celui qui ne peut pleinement décider? La justice a déjà, du moins en partie, répondu à cette question, puisqu'aujourd'hui, une victime de maladie mentale ne sera jamais jugée coupable. Pourtant, si culpabilité et violence justifiée restent deux choses différentes, peut-on vraiment les accuser alors que leur monde ne leur montre que des dangers? Dans d'autres situations, le choix n'est pas non plus une possibilité, malgré un esprit clair et dégagé. Certaines situations nous forcent à répondre sans que l'on puisse se défiler. C'est le cas par exemple de la légitime défense, une des seules exceptions où la violence est autorisée, voire justifiée. Se défendre contre son agresseur, même en lui voulant du mal, montre peut-être qu'une violence entraînée par une autre ne fait pas de tous les cas une généralité. Et si la légitime défense est généralement tolérée, d'autres actions comme le viol par exemple ne pourront jamais être ni excusées ni tolérées. Alors, si certains cas font l'unanimité aujourd'hui, c'est vrai que la question de la violence reste généralement ouverte au débat. Car chacun a son avis, chacun se forge sa propre interprétation en fonction de ce qu'il voit du monde. Mais si nous ne pouvons décider nous-mêmes de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, est-ce que la justice le peut réellement? Elle cherche tous les détails, certes, mais n'est pas non plus omnisciente. Alors la justice est-elle réellement équitable? Est-ce que la justification d'une action violente ne dépendrait pas plutôt de l'impact que chacun perçoit? Certaines questions restent en suspens, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas parce que telle ou telle raison pousse les hommes aujourd'hui à devenir violents que nous devons toutes les accepter. La violence ne doit pas devenir une norme sous prétexte d'excuses douteuses. Elle ne doit pas devenir banale ni être légitimée. Parce que l'accepter pour un ne reviendrait-il pas à l'accepter pour tous? Et si certains dans cette salle me répondront que la violence est dans notre nature, qu'elle coule dans nos veines depuis des siècles, simplement sous prétexte que le monde animal est lui aussi sanglant, je vous répondrai que nous ne sommes pas des animaux. Même si, à se comporter comme tel, nous risquerions un jour d'en devenir. Si la violence est naturelle chez les animaux, c'est parce qu'elle est nécessaire à leur survie. Mais comprenez-moi bien quand je vous dis que ce n'est pas le cas pour l'homme. Car si la mort fait encore aujourd'hui partie intégrante de la vie n'a pas, elle, à engendrer la mort sur son passage. Ainsi, le problème aujourd'hui n'est peut-être pas de savoir si la violence, oui ou non, peut être justifiée, mais plutôt de chercher à comprendre pourquoi est-ce que nous voulons tant le faire. Car si la violence pourrait hypothétiquement l'être un jour, ce n'est pas une raison pour se servir de ce prétexte. N'oubliez jamais, la violence ne doit pas devenir une banalité. Mesdames et messieurs, le meilleur pour la fin. L'année dernière, j'étais le premier à passer devant vous. C'est un peu la routine pour moi. Une routine qui m'a coûté des milliers d'euros. Mais c'est pas grave, c'est Dieu qui donne. L'année dernière, j'ai écrit un discours très sérieux, mais ça ne me correspondait pas trop. Cette fois, je veux prendre des risques. Je veux être honnête. Vous allez sûrement me juger, vous dire que je suis qu'un connard, mais je veux simplement que tout ce que je vais vous dire reste entre nous. De toute façon, la CRI m'a dit « T'inquiète mon pote, la roue tourne, t'inquiète pas que les poucaves elles vont payer ». Aujourd'hui, je suis devant vous pour tenter de répondre à la question suivante. Ne pas se positionner, est-ce se positionner?
Pour faire de mon mieux, je vais vous parler à cœur ouvert et me positionner dans la sincérité. Aujourd'hui, pas de mensonges, que des vérités. Alors, quoi de mieux pour commencer que de vous parler de mes problèmes d'amour? Vous le savez sûrement, j'adore les femmes. Je trouve que c'est une création magnifique. Nous les hommes, on se doit de les protéger. C'est pourquoi, quand une femme est attirée par moi, un petit barbu qui a des allures de Tchétchène, et oui ça arrive, eh bien je me transforme et je deviens un gentleman de référence. Laissez-moi vous remettre dans le contexte. Je vivais une belle histoire d'amour avec une fille depuis 2 ans. Nous allons l'appeler Nadine, pour le bien de l'anonymat. Bien sûr, pendant 2 ans de relation avec Nadine, il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais l'amour était bel et bien présent. Alors vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là? Il va simplement dire qu'il n'a pas su s'il voulait se projeter avec elle pour la vie. Mais non, c'est bien plus complexe que cela. Il y a quelques mois, en septembre dernier, il y avait quelques tensions entre Nadine et moi. Et puis je poste une story sur Instagram. Quelques heures après, je vois qu'une fille like ma story. On va l'appeler Simone, pour le bien de l'anonymat. Je regarde son profil et je vois que c'est une petite frappe. Alors je décide de lui envoyer un message. Et en tant que bon gentleman, comme je vous l'ai dit, je l'emmène boire un verre. Je lui fais la bise. Donc enchanté, Martin, je suis tchétchène. Mon père s'appelle Ramzan. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, j'ai connu la guerre. Mon enfance était difficile. Et puis bizarrement, en faisant le mec mystérieux, le feeling passe très bien. Je l'emmène au restaurant, puis au cinéma. Je choisis un film d'horreur. Je lui dis, Simone, si tu as peur, tu peux venir te blottir dans mes bras. Moi, je n'ai peur de rien. C'est la fin de soirée. Je la ramène devant chez elle. Et puis, à l'intérieur de moi, je me dis, j'espère qu'elle va me faire rentrer chez elle. Puis me faire rentrer dans sa chambre. Puis me faire rentrer... Mais elle me dit simplement, c'était cool, j'ai passé une super soirée avec toi. Je rentre chez moi, je me remets en question. Martin, c'est pas bien ce que t'as fait. Tu es en train de tromper Nadine. Un gentleman ne se comporte pas comme ça. C'est pas grave. La nuit porte conseil. Demain, je la bloque et je me remets dans le droit chemin. Le lendemain matin, je lui renvoie un message. Et on se revoit. Quelques jours plus tard, elle m'invite chez elle. Je rentre dans le salon. Et puis, je vois des vestes avec des inscriptions « Police nationale ». Je me décompose. Je comprends donc que ses parents sont policiers, ou alors ce sont des déguisements. Je décide de lui demander ce que font ses parents dans la vie pour en avoir le cœur net. Elle me dit que son père est policier aux frontières et que sa mère est officier de police judiciaire. C'est la descente aux enfers. Je réalise que je suis dans un guet-apens. On m'a manipulé. Je vais finir en garde à vue. Parce que oui, quels parents aimeraient voir leur fille avec quelqu'un comme moi qui a une tête de taliban? Cependant, j'aime le challenge, alors je me suis infiltré dans cette famille de policiers. Mais les menottes, c'est pas moi qui les ai eues au poignet. Dans le consentement, bien sûr. Alors vous l'aurez compris, pendant des semaines et des semaines, j'ai eu 2 femmes en même temps. Je ne suis pas fier de cela, même si je l'avoue, il faut être très chaud. Et puis, j'ai craqué. La pression sur mes épaules était trop lourde. À force d'inventer des stratagèmes pour aller voir l'une puis l'autre, j'ai fait un burn-out. J'ai donc dit la vérité à mes 2 femmes. Mais alors, qui choisir définitivement? Quelle femme choisir pour la vie? Alors oui, j'ai eu la chance de tester plein de positions, mais je n'ai pas su me positionner. Bien évidemment, dans la vie, quand on ne se positionne pas, eh bien, ce sont les gens qui prennent les décisions à votre place. Comme l'a dit Jules, dans son dos, tu fais le rebelle, et quand tu la vois, tu baisses la tête. Cette citation résume bien mon histoire. J'étais un enfant rebelle dans leur dos, mais quand j'étais en face de chacune d'entre elles, je m'en voulais. Alors Nadine, avec qui je suis resté 2 ans, m'a laissé une chance de revenir, mais je n'ai pas su la saisir. Aujourd'hui, je suis avec Simone. Je n'ai plus de contact avec Nadine, mais j'ai peur.
je crains de retomber dans mes travers. Voilà, ça c'était la parenthèse histoire d'amour. Maintenant, nous allons parler de politique, et plus précisément des élections présidentielles. Nous sommes en 2022, je suis majeur, parce que ouais, j'ai 20 ans quand même. Je peux donc voter pour la première fois, je me sens adulte. Alors j'ai le choix entre 12 candidats. En réalité, je m'en foutais un petit peu, mais ça me faisait rire, donc je rentre dans l'isoloir. J'ai les 12 papiers avec le nom des 12 candidats. Levez la main si vous voulez que je vous dise pour qui j'ai voté. Pas mal. Alors je vois que vous avez envie de savoir, mais vous savez très bien que dire pour qui on a voté, ça ne se fait pas. Donc je vais simplement vous donner un indice et vous donner la première lettre de son nom de famille. De toute façon, vous ne trouverez jamais, c'est pas possible. Ça commence par un Z. En réalité, c'est pas le sujet. Je veux parler du vote blanc. Le vote blanc, c'est encore une fois un moyen de ne pas se positionner. Mais dans ce cas, on en revient au même point. Ceux qui votent décident pour vous et donc on choisit rien. En somme, dans de nombreux contextes, l'absence de positionnement peut être perçue comme une prise de position implicite, souvent en faveur d'une situation existante ou d'un point de vue dominant. Il est donc essentiel de reconnaître que même le silence peut porter un message et peut être interprété par les autres. C'est le cas pour le vote blanc, cela signifie qu'aucun des candidats ne nous intéresse. C'est le cas lorsqu'on fait une bêtise et que nos parents nous engueulent et qu'on laisse passer la tempête. Pour conclure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de mensonges, que des vérités. Alors je dois faire une dernière confession. La semaine dernière, j'ai bu, j'étais bourré et j'ai renvoyé des messages à Nadine. Merci. C'est du grand instinct, quoi. Il n'y a plus de candidats, donc je vous demanderai d'applaudir nos candidats, les 7. Je vais commencer par inviter nos 7 participants. Sous vos applaudissements, Axel Brico, Camille Hensman, Nathalie Montegui, née, Valentine Sirkowski, Elena Sikorski et Martin Detor et Raphaël Yuying. Applaudissements, s'il vous plaît. Au nom de tout le monde, je tiens à vous féliciter. Vous avez été brillants, vous avez été convaincants. Donc pour ça, je pense qu'on peut vous remettre un petit quelque chose. Je vais demander à Monsieur Flamand de remettre les prix. Allez, tiens, prends la vie. Merci à vous, vous avez été incroyables. J'ai maintenant annoncé les 3 gagnants. Ça a été très dur, très dur. En 3e position, nous avons Martin Detor. Martin petit mais très grand. Martin, en lot, tu as une carte Illicado de 15 €. En 2e position, Monsieur Axel Brico. Très grand et très grand. Et tu as aussi une carte Illicado de 20 €.
Et enfin, le ou la grande gagnante de ce concours d'éloquence 2024. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Camille Hensman. Une très grande dame. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci à nos jurés. Vanessa Francy, Benjamin Dufossé. Quoi ? Ah oui. Camille, tu as aussi été élue coup de cœur du public. Mes félicitations. Quoi ? À la majorité ? C'est bon.